Jacques, nous allons parler de Product Lifecycle Management au présent, mais aussi au futur. Mais dans un premier temps, peux-tu nous dire quelle est ta fonction chez Capgemini? Je suis en charge de l'offre continuité digitale pour le groupe. Ça consiste à traiter le sujet Product Lifecycle Management, Digital Twin dans l'ensemble, au niveau stratégique, et supporter les projets les plus sensibles pour le groupe dans ce domaine. Alors on parle effectivement beaucoup de PLM, mais derrière le buzzword, on peut peut-être appeler ça comme ça, quelles sont les réalités dans l'industrie? Ce qu'il faut bien voir, c'est que le PLM, ce n'est pas quelque chose de très récent. Le PLM, il est né essentiellement dans l'aéronautique et dans l'automobile, déjà des années 80. Et ça a consisté à travailler une maquette numérique virtuelle, déjà en 3 dimensions, pour pouvoir appréhender la complexité, parce que c'est en 3 dimensions qu'on se rend compte mieux de la complexité des objets qu'on manipule et des problèmes de conception qu'on a à faire. Donc ça a commencé comme ça, c'était par l'ingénierie de commencer à regarder comment on allait virtualiser des produits complexes. Et c'est quand même un moteur d'innovation, parce que quand on commence à virtualiser les choses, eh ben en fait on pousse l'innovation parce que ça donne des idées et ça donne du travail à faire de manière concurrente à l'ensemble des acteurs. Dans un deuxième temps, on va dire jusqu'à la fin des années 90, ce qu'il faut dire, c'est que le PLM il s'est concentré essentiellement sur l'engineering. On avait touché très peu ce qu'on appelle le manufacturing, donc les moyens de production, et notamment les usines. Et depuis, pour certains leaders, depuis fin des années 90, on commence à aborder le sujet de la production, mais l'idée toujours étant la même, c'est-à-dire de représenter sous forme d'une maquette virtuelle les moyens de production qui vont nous permettre de construire le produit. Donc non seulement on va définir le produit de manière virtuelle, mais en plus ces moyens de production, l'usine et potentiellement les gens qui travaillent autour. Donc tout ça dans un environnement 3D. Et bien sûr pour faire ça, c'est pas simplement de la data, c'est de la data, mais c'est aussi les processus collaboratifs qu'il faut mettre en place. Ça veut dire comment on travaille à 1000 personnes en même temps pour la conception d'un avion. Ça veut dire comment on va échanger les informations quand on veut travailler à plusieurs sur une pièce, comment on va la mettre au point, comment on va passer d'un état où simplement j'ai une idée, je conçois une première ébauche, et puis après je veux la publier pour quelque part la rendre publique pour l'ensemble des acteurs qui vont travailler dessus. Donc il y a aussi une notion de processus industriel, parce qu'en fait le PLM, pour finir, c'est un moyen de capturer dans un nombre d'outils d'assez haut niveau les processus industriels de nos clients. Et donc du coup, on ne va pas capter les processus industriels dans l'aéronautique ou dans l'automobile de la même manière dans des industries comme la pharma ou même les cosmétiques. Donc il faut d'abord bien comprendre les processus de nos clients. Et alors, qu'est-ce qui change vraiment par rapport aux technologies classiques, voire peut-être anciennes? Je dirais qu'il y a des mécanismes de convergence de technologies. Et ce que je dis souvent, c'est que notre intérêt, c'est pas d'aller sur la technologie la plus innovante du marché à l'instant T, mais c'est comment on a l'acuité de regarder qu'un groupe de technologies prises ensemble va vraiment être intéressant pour décliner, en tout cas pour répondre à un besoin du marché. Pour faire très, très court, le chemin qu'on a fait sur le PLM ces dernières années, c'était la rencontre des modèles de données, la data, en lui associant son usage, la manière dont ces data vont être utilisées. C'est-à-dire que dans un environnement PLM qui correspond à l'utilisation d'une maquette virtuelle pour refléter ce qui se passe vraiment dans la réalité, on ne peut pas aujourd'hui dissocier ces data de leur gestion de configuration. C'est-à-dire que c'est grâce à la gestion de configuration qu'on va pouvoir gérer plusieurs versions de la data. Donc aujourd'hui, créer de la data sans la gestion de configuration, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment industriel. Parce qu'on crée de la data, mais on ne va pas être capable de la contrôler dans le temps et voire même dans l'espace. Parce que pour pouvoir avoir des maquettes numériques quelque part vivantes, il faut pouvoir contrôler les changements d'état, les modifications, parce que les processus ne font que de modifier les étapes dans les processus industriels. Donc
il faut pouvoir contrôler ces changements de data et donc configurer les informations. Donc ça veut dire que derrière cette collaboration entre les technologies, il y a avant tout une collaboration entre les hommes. Oui, c'est d'abord effectivement une collaboration entre les hommes. Parce qu'il n'y a pas de projet de PLM qui sont des succès sans une collaboration étroite entre les grands acteurs qui vont jalonner les grandes étapes de conception jusqu'à la fabrication du produit. Donc souvent, on va parler de mise au point de scénarios intégrés. Intégrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que les responsables des différentes disciplines vont travailler ensemble de manière transverse pour mettre au point les quelques scénarios qui vont être importants au succès de leur déploiement du PLM pour satisfaire les scénarios qui vont leur rapporter le plus, qui vont avoir le plus de valeur ajoutée pour leur entreprise. Digitaliser un produit, c'est une chose, mais digitaliser un processus, est-ce que c'est l'étape d'après finalement? On va y aller par vagues successives. Encore une fois, ça va dépendre des industries. On est plus proche de réaliser ça de par l'historique du PLM qui est justement né des industries discrètes comme l'aéro et l'automobile. Et donc là, on commence à travailler sur la modélisation du process et la simulation du process, notamment dans les usines, dans l'industrie, pour voir par exemple comment on va équilibrer les lignes de produits, ce genre de choses, pour les répartitions de charges par exemple. Dans d'autres industries, on y va, mais c'est plus les industries de process, c'est un peu plus compliqué. Quand on parle de produits chimiques à assembler, il faut qu'on travaille un peu plus pour comprendre un peu plus le cheminement de ces événements qui constituent les assemblages moléculaires ou de process, qui souvent vont être jumelés après à des processus plus, on va dire, d'industrie discrète. Et c'est un peu la complexité qu'on a à traiter aujourd'hui. Tu nous parles d'avancées. Un exemple concret peut-être de ces avancées, de ces recherches qui sont en cours? Ce qui est intéressant, c'est que ça finit jamais l'évolution du PLM. C'est-à-dire que tous les 5 ans, il y a des évolutions majeures, parce qu'il faut voir le PLM comme une plateforme qui va permettre de gérer les produits, mais aussi on va parler d'assets dans le domaine de la construction ou du nucléaire, par exemple. Et puis, on va s'apercevoir que le PLM, même s'il est né dans l'engineering, il est en train d'étendre son domaine fonctionnel. Donc, à deux endroits. Très en amont, avec l'ingénierie des systèmes, donc qui n'était pas, il y a encore 5 ans, 10 ans, dans le domaine du PLM, parce que quand on parlait PLM, le P, c'était surtout le produit physique. Là, on va parler des systèmes, qui sont pas encore la représentation physique de ce qu'on veut modéliser, donc en amont. Et puis, il est en train de s'étendre en aval, sur tout ce qui est la maintenance, la gestion des opérations, les inspections, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où on a un référentiel de données partagé, qui est, on va dire, pour faire simple, la base de données qui est dans le PLM, eh bien en fait, on a tout ce qu'il faut pratiquement pour commencer à virtualiser un certain nombre de processus, comme par exemple les inspections. On va faire des inspections virtuelles, ou on va faire de la maintenance virtuelle. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se déplacer. À partir du moment où, au préalable, on a modélisé une maquette numérique en 3D de ce qu'on veut maintenir ou inspecter, ben c'est plus facile de le faire en 3D dans un écran. Avec le 3D, on a quand même toutes les perspectives qu'il faut, on a toutes les informations, parce que le PLM, c'est pas que non plus que le 3D. On y ajoute aussi ce qu'on appelle un peu de manière un peu trop forte, ce qu'on appelle les métadonnées, qui sont des données pour lesquelles on vient enrichir la maquette numérique, comme des fois ça peut être des informations qui sont liées à la logistique, des informations qui sont liées au prix, au marketing. Et donc on a cet ensemble d'informations, et donc du coup on peut élaborer d'autres process qui sont plus liés à l'engineering, mais qui vont venir intégrer d'autres aspects comme le marketing, la maintenance et ce genre de process. D'accord. Et on parle de prédiction et de maquette virtuelle, c'est Ouais. ça le digital twin? Le digital twin, c'est, je dirais, une étape encore supplémentaire parce que on voit bien qu'on réalise des maquettes numériques, on a des algorithmes qui commencent à faire de la prédiction sur des analyses de pannes ou autres. Ces représentations virtuelles, il faut les faire vivre. On va parler de live digital mock-up. C'est de la maquette numérique vivante. Donc le PLM, pour l'instant, c'était de la maquette numérique, on va dire, morte, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était un peu une photo qu'on prenait, qu'on faisait vivre avec de la maintenance, ici ou là,
Mais là, l'idée, c'est de dire on va s'alimenter des données réelles qui nous intéressent pour être au plus près de l'utilisation en contexte de la maquette numérique. Ça veut dire qu'on va modéliser le produit, l'asset, le système, et on va essayer de le contextualiser, lui faire intégrer des données qui viennent du réel, c'est-à-dire des équipements, de l'usine, et on va faire tourner les simulations inhérentes à l'engineering qu'on a créé avec ces données, pour voir comment ça réagit. Et puis on va revenir, on va faire ce qu'on appelle la fameuse loopback, d'accord, pour voir comment on crée un cercle virtueux, pour pouvoir faire des itérations, à la fois simuler, intégrer les nouvelles données, resimuler et ainsi de suite, pour mettre au point l'équipement, pour détecter des pannes, et pour mettre au point aussi la maquette numérique lors de la conception, par exemple. À quoi ressemble une équipe PLM chez Capgemini aujourd'hui? Les projets PLM auxquels on s'attaque, nous, sont des projets de transformation, qui sont des projets de transformation souvent multiculturels, parce qu'ils vont toucher des sociétés qui sont sur plusieurs sites pour optimiser justement leur processus industriel. Donc on se retrouve avec des projets la plupart du temps qui sont internationaux et qui vont donc nous amener à avoir des gens de différents pays avec différentes cultures et qui vont devoir nous apporter différentes fonctions, parce que ces projets de transformation vont toucher à la fois l'accompagnement en termes de consulting pur, c'est-à-dire comment on va transformer les processus de l'entreprise. Ça peut aller même jusqu'aux montées en compétences par rapport au projet lui-même. Il y a certains grands projets, on a créé même des lots de training à l'intérieur des projets pour faire monter en puissance les compétences des gens qui participent au projet. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est comment on fait monter en puissance les gens du projet chez le client. Et puis les gens qui vont apporter le savoir-faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les projets PLM chez Capgemini, on essaye bien sûr d'être très différenciant par rapport au savoir-faire qu'on peut apporter vis-à-vis de la compétition. Donc la question que moi je me pose tous les jours, c'est comment on fait pour ne pas être interchangeable. Donc ça veut dire du savoir-faire qu'il faut construire, et du savoir-faire aussi qu'il faut trouver à l'extérieur et avoir des gens qui viennent d'autres industries. Je suis très attaché à la cross-fertilisation interindustrie. Il y a pas mal de projets qu'on commence en faisant ce qu'on appelle des REX, des retours sur expérience, d'une industrie vers une autre industrie. Alors sans indiquer qu'on va exactement faire la même chose, mais simplement en montrant très fortement des points de force qu'on a pu réaliser sur certains projets, et en réfléchissant avec les clients comment on peut les adapter. Donc des gens qui viennent d'industries différentes, qui ont des profils un peu différents, qu'on n'a pas forcément dans l'entreprise, et puis qui vont nous amener cette petite chose en plus qu'on va pouvoir intégrer dans l'entreprise et en faire bénéficier aussi nos équipes forcément qui sont déjà là, pour grandir tous ensemble et pour satisfaire les besoins des clients qui sont en train de se diversifier très fortement. Et en fait, un élément différenciant aussi de Capgemini, c'est sa capacité, peut-être la capacité de l'entreprise à passer à l'échelle. Tout à fait. Je vais donner deux exemples. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est très vite aperçu qu'à l'échelle où on voulait travailler, il fallait éviter les problèmes des grands projets PLM qu'il y avait encore il y a 10 ans, qui étaient ces fameux effets tunnels. C'est-à-dire éviter de passer X mois à concevoir, faire de l'implémentation, s'apercevoir que ça ne marchait pas et réitérer. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui ont pas été satisfaits des grands projets PLM à cause de cette séquence. Alors, l'aspect agile est arrivé par là. En termes de théorie, ça a été intéressant. Ce qu'on a fait chez Capgemini, pour le monde du PLM, on l'a outillé. Donc en fait, on l'a outillé qui est devenu un asset très fortement utilisé, et aussi en avant-vente. Donc cet asset, il s'appelle Drive, et ce qui permet d'accompagner nos clients dans une démarche d'agile outillée, de la maturation des idées, des systèmes, jusqu'au développement, au test, et ceci de manière la plus automatisée possible. Donc ce sont des choses qui sont assez différenciantes sur le marché aujourd'hui. Ça veut dire c'est comme si on avait une sorte de bibliothèque de savoir-faire qu'on peut adapter. C'est ça.
on a des frameworks et c'est ce qu'on développe de plus en plus. Ce qui est très très intéressant, je pense que ce qui a été intéressant dans la démarche qu'on a avec toute l'équipe PLM du groupe, hein, dans toutes les organisations, c'est qu'on a ce souci de capitaliser les assets qu'on développe. C'est un peu une démarche qu'on appelle out of cycle. C'est-à-dire qu'en dehors on développe des choses, du savoir-faire dans les projets, mais on a quand même pas mal le réflexe de capitaliser. Et c'est aussi ce qu'on fait, c'est un des objectifs de l'équipe portfolio, hein, au niveau du groupe, c'est de pouvoir aussi capitaliser au niveau des offres et surtout de pouvoir avoir des offres qui sont outillées, que l'on puisse démontrer les choses aux clients. Je pense que le temps des belles promesses sans démonstrateur d'idées est un peu révolu. Je pense que maintenant il faut aller vite, il faut être agile, et démontrer et être au rendez-vous. Si le PLM est une sorte d'état d'esprit, quels sont les profils qui potentiellement pourraient s'épanouir sur des projets PLM? C'est une question très très importante parce que, comme j'essaie de l'expliquer, on voit qu'on a besoin de gens qui sont pluridisciplinaires. On va avoir besoin de gens qui ont des visions un peu holistiques du sujet à traiter, parce qu'on ne délivre pas simplement un bout de 3D dans un coin, on va délivrer de l'information qui va permettre de faire de la prédiction, qui va permettre de faire de la maintenance, et avoir une vue un peu globale. Et surtout, comme je le disais aussi, il va falloir, dans cet objet, dans le PLM, intégrer les processus de nos clients. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir une vue non seulement transverse, on va dire la plus transverse possible, de l'engineering jusqu'à la maintenance potentiellement, mais aussi avoir un minimum de facilité pour capturer le processus industriel, passer de la pharma, de passer à l'auto, à l'aéro, et essayer d'être curieux pour comprendre les problèmes de nos clients, parce qu'ils ont des problèmes qui sont souvent liés au passage à l'échelle. C'est-à-dire que quand on fait du PLM à 2-3 dans un bureau, moi je l'ai vécu quand j'étais à la R&D, je ne me rendais pas forcément compte, avant d'avoir été chez des industriels, que ce que je faisais, c'était puissance 10 000 en termes de complexité chez un client, parce qu'il devait intégrer tout ça dans son système d'information et qu'il avait d'autres problèmes que je n'imaginais pas quand je faisais mes développements au niveau de la R&D. Donc il faut intégrer tout ça. Et moi, ce que j'aime bien dire quand même pour essayer de marquer un peu les esprits, justement, c'est que j'aime bien, moi, avoir des gens qui, à la fois le matin, sont capables d'aller de regarder pratiquement du software et d'aller dans les sujets IT, et quelques heures après, aller discuter avec un CXO pour justement lui parler de ses problèmes industriels. Et voilà, donc c'est un peu ces profils qui aujourd'hui sont pas mal recherchés et qui sont très, très intéressants dans le cadre de ce qu'on fait sur l'activité PLM, continuité digitale. Revenons vraiment au wording, si on peut dire. Continuité digitale, c'est un peu tout ce que j'ai expliqué, c'est la continuité à la fois transversale sur l'ensemble du process et verticale par rapport à la connaissance du process lui-même de l'industrie en question. Donc ça veut dire que quelqu'un qui serait consultant fonctionnel, quelqu'un qui serait architecte ou chef de produit, serait peut-être un consultant PLM qui s'ignore. Ah oui, tout à fait. Et alors ce qui serait encore top, c'est d'avoir quelqu'un qui rassemble l'ensemble de ces caractéristiques. Mais bon, c'est quand même assez rare, mais en tous les cas, on aide à les construire, ce type de profil. Mais c'est vrai que ces profils sont ces profils fonctionnels, d'intégrateurs, sont des profils qu'on recherche forcément. Et donc, ta vision personnelle, peut-être à 10-15 ans du PLM? Certains acteurs vont devenir des manufactureurs d'objets digitaux, de digital twin, qu'on livrera à nos clients. Donc ça, c'est une conviction personnelle. Alors ça démarrera avec des objets pas trop complexes, des produits, on va parler de digital twin produits, comme des compresseurs, des climatiseurs, ce genre de choses. Et puis petit à petit, je pense qu'on deviendra des manufactureurs plus intelligents, et c'est là qu'Intelligent Industrie entrera en action. Pour aller, par exemple, si je prends le cas de l'industrie manufacturière, pour aller jusqu'à ce fameux rêve qui est Factory as a Product, ce qui veut dire qu'en fait, l'usine, on va la digitaliser complètement, et surtout on va la calibrer,
et on va pouvoir simuler le comportement d'une usine. Comme on simule aujourd'hui le comportement d'un avion, on est capable de regarder la résistance d'une aile jusqu'à quel moment elle va se casser. En fait, l'idée, c'est de simuler le fonctionnement complet d'une usine et de pouvoir calibrer avant même de la fabriquer, de dire voilà, je vais installer une ligne de produit, 2 ou 3 lignes de produit, et je vais les positionner à tel endroit parce que j'aurais fait avant de l'équilibrage de charge que j'aurais simulé, j'aurais fait de la modélisation de flux, et donc globalement j'aurais fait ma modélisation de la factory au global que j'aurais modélisé comme un produit en fait digital. D'accord. Et ça a un impact sur l'organisation des humains, des hommes au sein de l'entreprise? Oui, parce que quand on parle de factory, c'est aussi les gens qui y travaillent. C'est-à-dire que il va falloir que on regarde comment sur les chaînes d'assemblage, par exemple, les gens peuvent être positionnés. Ça, on commence à le faire déjà. C'est-à-dire que déjà, on est capable de simuler le positionnement des humains sur des chaînes. Parce que avec les robots, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop de robots, il ne faut pas trop d'humains, il faut que les gens qui travaillent sur les différentes lignes aient la place de travailler. On parle des volumes d'encombrement, d'accord? Donc ça, on y travaille déjà. Et on est capable déjà, avec certains logiciels et du savoir-faire, de pouvoir influencer déjà la construction de ces choses de manière très forte. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que tout à l'heure, je parlais un peu de choses un peu nouvelles qui vont apparaître. Il y a certaines assurances qui commencent à réfléchir sur de nouveaux contrats d'assurance qui vont être liés à la pénibilité du travail, pénibilité qui sera retranscrite par de la simulation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura simulé une certaine tâche, il y a des assurances qui commencent à réfléchir comment je vais pouvoir adapter mes contrats à partir de cette simulation qui va démontrer qu'il y a des positions qui sont pénibles ou réaiguiller un certain nombre d'actions en ce sens. Donc ça fait partie des choses qui sont en train d'évoluer et qui vont aller, à mon avis, au-delà de ce qu'on sait faire de manière standard aujourd'hui. Et nous, Capgemini est au cœur de ces évolutions, voire de ces innovations. Oui, la continuité digitale, c'est un des éléments du triple play d'Intelligent Industrie. Donc ça veut dire qu'on est attentif et on est en train de proposer des offres, comment cette continuité digitale va se décliner dans l'ensemble des industries. Donc avec un certain nombre d'industries qui ont été choisies en priorité, et on est en train de travailler sur l'instanciation réelle, parce que dans ces cas-là, il faut vraiment être très très réaliste et travailler sur des scénarios très très concrets pour être sûr de coller aux besoins du marché. Et donc effectivement, on est en train de travailler sur ces sujets. Merci beaucoup Jacques, et j'espère à une prochaine fois pour entrer plus en détail dans le scénario des Digital Twins. Merci Fanny, c'était un vrai plaisir. À bientôt.